Bonjour à tous, je vais vous parler de la certification hébergement données de santé, donc ce qu'on appelle HDS. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a un décret qui a été, une loi qui a été publiée au journal officiel il y a quelques jours pour la nouvelle version de ce référentiel. Donc l'idée c'est de faire un bilan, voir les changements dans cette nouvelle version, essayer de voir les changements pour les clients, la posture de Claranet. Donc d'abord un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que cette certification et surtout pour quel acteur elle est applicable. Donc comme le dit le nom, hébergement données de santé, donc ça s'applique avant tout aux hébergeurs. Donc c'est tous les acteurs qui vont héberger de la donnée à caractère personnel de santé. Par contre, l'exception, c'est que si vous êtes à l'origine de la collecte, vous êtes le responsable de traitement finalement. Par exemple, vous êtes un praticien, vous êtes un hôpital, un CHU, vous n'êtes pas soumis à ce référentiel-là. Donc en fait, c'est dès que vous allez sous-traiter à un hébergeur que le référentiel va s'appliquer. Donc on a quelques exemples ici, par exemple. Une start-up qui va développer une application de suivi de patients diabétiques. La solution est utilisée par des professionnels de santé et c'est la start-up qui héberge l'application. Donc là, on voit bien que c'est les professionnels de santé qui utilisent l'application et qu'elle est hébergée, pas par les professionnels, mais par le service que propose la start-up. Donc la start-up va devoir être certifiée HDS. Par contre, si on prend la start-up qui développe l'application et qui la confie à un hébergeur tel Claranet, cette fois-ci, la start-up n'a pas besoin d'être certifiée parce qu'elle réalise que la partie finalement développement applicatif de l'application. Mais l'hébergeur, lui, va devoir être certifié. Alors, un petit historique de cette certification, parce que ce n'était pas là depuis le départ. Au début, qu'est-ce qu'on a? C'est en 2006, on a un agrément, un système d'agrément. Donc, le A de HADS, c'est pour hébergement agréé de données de santé. Donc c'est un système différent d'une certification, c'est-à-dire que les hébergeurs devaient fournir un dossier sur la base d'un modèle qui prenait quelques mois à être validé par différents acteurs. Et là, il y a eu une période d'expérimentation, mais ça a réellement démarré en 2009. Et du coup, en 2010, on a Grita, la société Grita, qui a plus tard été rachetée par Claranet, qui entre dans la course et qui est rapidement agréée HADS. Ensuite, près de 8 ans après, il y a un passage sur un modèle de certification. Donc la certification, vous connaissez, ça passe par des organismes de certification. Donc l'idée, c'est que les entités responsables, donc ANS, DNS, confient à des organismes certificateurs un modèle, une trame, et c'est eux, après, c'est les organismes de certification qui auditent et qui valide ou pas la certification des hébergeurs. Donc le changement, c'est qu'on a plus de contrôle et une récurrence dans la vérification. On a un suivi. Une certification, c'est sur un cycle de 3 ans, mais avec du renouvellement tous les ans, alors que l'agrément, c'était accordé pour 3 ans, avec un suivi qui n'était pas forcément étudié, c'était suivant les cas. Claranet va être certifié du coup HDS aussi en 2018, donc dès le début. Alors, HDS V1, donc c'est la version de 2018, qu'est-ce qu'on avait? On avait avant tout une ISO 27001 surchargée par d'autres normes, mais reprise seulement en partie. Donc la 27001, elle était exigée, et dessus vous aviez quelques normes de l'ISO 20000, quelques exigences de la 27018, donc pour la partie données personnelles. La 20000, c'est plus pour la partie qualité, suivi des services et des exigences spécifiques. Et la certification se découpait en 6 activités, de 1 à 6, c'est-à-dire des couches les plus basses aux couches les plus hautes finalement. On avait 1-2, c'était pour la partie hébergement physique, donc le matériel, l'hébergement de l'infrastructure. Et après, on avait la partie hébergement de l'infrastructure virtuelle, mise à disposition de logiciels,
l'administration et l'exploitation, donc ça c'est l'activité 5, et la partie sauvegarde qui est un peu à part, qui est l'activité 6. Mais ce référentiel, comme je vous l'ai dit en introduction, a évolué. Donc ça a pris un peu de temps parce qu'il a été paru la première fois en 2018. Et finalement, on a une nouvelle version qui est publiée aujourd'hui en mai 2024. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des concertations auxquelles Claranet a participé à chaque fois. Donc en 2020, il y a eu une première tentative de discussion sur l'activité 5. Donc je vous rappelle, celle sur l'infogérance. Qui est le cœur finalement de tout hébergeur quand une fois qu'il a mis en place des activités hébergement physique, infrastructure virtuelle, c'est vraiment faire fonctionner le système, l'application au quotidien. Comment on fait, on infogère finalement les applications des clients au quotidien. Il y a eu des discussions mais qui n'ont pas donné suite. Preuve aussi que les avis étaient divergents et que la question était dure à trancher. En 2022, il y a eu une nouvelle concertation avec plus de 250 contributions. Finalement, il y a une version qui a commencé à être soumise, qui a été soumise à la CNIL, il y a eu un avis favorable, à nouveau soumise à la Commission européenne, qui n'a pas fait de commentaires finalement. Et donc au bout de 3 mois finalement, et quelques semaines après, on a la publication en mai 2024. Finalement, qu'est-ce que ça signifie une publication en mai 2024? Ça veut dire que dans 6 mois, tout nouvel acteur qui voudra être hébergé ou qui voudra renouveler sa certification, faire un nouveau cycle, on va dire, devra se baser sur cette version et que les hébergeurs actuellement en place, certifiés, ont 2 ans finalement pour adopter la nouvelle version. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle version? Alors, on parle souvent d'HDS V2, mais dans les textes, on est plus sur une V1.1.2023.03. Je ne sais pas trop comment on l'appelle, mais en tout cas, on va parler de V2 ou la nouvelle version. Voilà, plus pour la petite histoire. Alors, on a toujours l'ISO 27001, ça ne change pas. C'est juste qu'on passe sur une version 2022. Et je ne vais pas vous refaire tous les changements, mais l'ISO 27001 a beaucoup changé avec la 2022. En particulier, on a la partie 27002 qui comporte toutes les annexes sécurité qui a beaucoup évolué. On enlève l'ISO 20000 et les exigences de la 27018. Donc ça a des impacts, ça fait des exigences qui disparaissent vraiment. Donc on avait des choses qui étaient tirées de la 20000 qui disparaissent complètement. Par contre, on rajoute des exigences sur la souveraineté des données, avec un drapeau quand même européen, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas qu'au territoire français, on vise vraiment l'espace économique européen. Et l'autre gros changement, c'est sur la partie activité. Donc il y a des précisions qui ont été apportées. On en sait plus sur les activités 5 et 6. Alors pourquoi je les ai mises dans des cadres différents? Finalement, c'est que l'activité 6, la sauvegarde externalisée des données, qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, la sauvegarde des données, elle est imposée par la 27001. Et du coup, si jamais vous faites les activités 1 à 4, vous devez de base sauvegarder tout ce que pour chaque activité, vous devez sauvegarder vos activités, les données. Et du coup, l'activité 6, elle va finalement concerner que les acteurs qui vont faire que de la sauvegarde externalisée. Donc l'idée, c'est si vous êtes un acteur qui fait du stockage sur bande, par exemple, votre spécialité, c'est venir en data center, sauvegarder et repartir avec les bandes, alors vous allez être certifié activité 6. Mais sinon, si vous êtes un hébergeur qui proposait différentes activités de 1 à 5, vous devez faire la sauvegarde des données nativement. Du coup, vous ne faites pas de sauvegarde spécialement externalisée, donc vous n'êtes pas concerné par la 6. Et alors la 5, il y a des précisions qui ont été apportées. Finalement, pour résumer, maintenant c'est plus simple que l'infogérance. Maintenant, c'est plutôt le cœur de la 5, c'est l'habilitation et la sécurisation des accès à la donnée de santé. Donc ça se limite il y a plus de points dans le texte, mais finalement ça se résume en la manière dont vous accordez les accès et que vous gérez les habilitations sur les données. Mais il y a un rappel qui est important aussi, c'est que
Donc il y a cette partie 5 qui est réduite finalement par rapport à l'interprétation qu'on avait avant. Mais il y a aussi un rappel dans le texte qui dit que finalement, la gestion des accès et des habitations doit aussi être faite sur toutes les couches de 1 à 4. C'est pour ça que j'ai mis l'activité 5 en trame des 1 à 4. C'est bien rappelé à tous les acteurs, qu'ils soient hébergeurs, éditeurs ou responsables de traitement qui hébergent eux-mêmes. Attention, l'activité 5 doit aussi être appliquée de 1 à 4, c'est-à-dire que vous devez aussi gérer les accès. Et si vous faites cette activité d'habilitation sur les activités 1 à 4, vous devez être certifié sur ces activités. Alors, ces atouts, j'en ai un peu parlé, mais on a une slide de synthèse. Donc, déjà, on a moins d'exigences spécifiques. Pourquoi ? Parce qu'on s'est plus rapproché des certifications. Et surtout, la 27001, maintenant, il y a un chapitrage qui est cohérent. Donc, en fait, quand vous connaissez bien la nouvelle version de la 27001, le chapitrage est cohérent et ça va très vite pour retrouver les exigences supplémentaires HDS par rapport à la 27001. Il y a eu un effort de clarification sur les activités. Il y a des précisions qui ont été mises dans le texte sur les activités, en particulier l'activité 5. Et il y a des exigences en plus sur la protection des données. Notamment, s'intéresse plus aux sous-traitants qui sont toujours la partie un peu obscure vis-à-vis des clients. Des clients, quand ils prennent un hébergeur, c'est difficile pour eux d'avoir des détails, des garanties sur qui sont les sous-traitants de l'hébergeur. Et finalement, on se rend compte que ça va dans le sens du niveau attendu par la 27701, donc une certification qui est assez récente sur la protection des données. Alors du point de vue client, le champ d'application reste inchangé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que le référentiel HDS évolue que vous allez devoir changer vos prestataires, leur statut. Vous avez plus de garanties, c'est-à-dire que les hébergeurs vont devoir fournir des garanties sur qui sont les sous-traitants. Si jamais il y a des transferts de données, il va falloir qu'ils expliquent comment ils maîtrisent les risques. Et il y a des exigences de souveraineté, donc notamment sur la base de l'hébergement, les données doivent être localisées, c'est acté, dans l'espace européen, économique européen. Donc ça, c'est une exigence. Et donc, c'est un côté rassurant pour les clients dans le sens qu'on sait que sur ces territoires-là, il y a plus de contraintes unifiées au moins. Voilà. Et vous avez des points d'information obligatoires sur les éventuels accès distants qu'il y aurait. Donc finalement, du point de vue des clients, HDS demain, ça va apporter plus d'informations. Les hébergeurs vont devoir donner plus d'informations. Et cet apport d'informations, ces livrables d'informations, seront contrôlés par les auditeurs. C'est-à-dire que les auditeurs vérifieront, avant de certifier les acteurs, que ces informations ont bien été publiées, rendues publiques. Alors du point de vue hébergeur, donc ça va être le point de vue Claranet finalement. Qu'est-ce qu'on voit, comme crainte ? D'abord un risque de divergence concernant les activités 5 et 6. Certes, ça a été clarifié, mais maintenant, on ne sait pas exactement. Il y a plusieurs organismes certificateurs et puis il y a beaucoup d'auditeurs aussi. Et l'interprétation de est-ce qu'on doit être certifié sur toutes les activités, une partie ou non, ça va être difficile à savoir qu'est-ce qui va être fait globalement. Donc on a peur qu'il y ait des disparités entre des auditeurs qui vont comprendre le métier de l'hébergeur, qui vont dire vous n'avez par exemple besoin que de la certification activité 1 à 4, et finalement d'autres qui vont avoir 1 à 6 parce qu'ils ont défendu leurs besoins ou l'auditeur a compris leur métier différemment. Et une fois que la certification est donnée, on n'est plus à égalité si on n'a pas les mêmes activités face à nos clients. Donc ça, c'est un point de vigilance. Ensuite, les exigences de souveraineté, il faut savoir que ça peut être très complexe quand vous avez des montages juridiques au sein des sociétés pour savoir qu'est-ce que c'est un transfert, une administration à distance par des entités étrangères. C'est compliqué à évaluer. Les auditeurs, ils évaluent un système de management, parfois de la SSI, de la sécurité des systèmes d'information, mais ils n'ont pas non plus la casquette juriste nécessaire à aller creuser les contrats, les montages juridiques. Donc finalement, peut-être les exigences de souveraineté, en tout cas, sont, on le sait, difficiles à évaluer correctement par les auditeurs. Et enfin, un point qui est là depuis le début, depuis 2018, sur la place qu'ont les éditeurs. C'est-à-dire, historiquement, les éditeurs, ils fournissaient du code applicatif et l'hébergeur le faisait fonctionner.
Mais aujourd'hui, on a des fonctionnements hybrides où en fait, avec les services offerts dans le cloud public, par exemple, les éditeurs peuvent prendre la main plus loin que le code. Donc ils vont faire le code, bien sûr, c'est leur métier historique, mais ils vont aussi monter l'infrastructure dans le code. Donc quand ils livrent le code, l'infrastructure, le cloisonnement réseau, les différents services à imbriquer, et finalement ils dépassent un petit peu leur rôle historique. Et là-dessus, on n'a pas de précision aujourd'hui. On n'a pas de précision dans le texte pour savoir comment articuler tout ça, comment rassurer nos clients, comment contractualiser avec les éditeurs. Alors, et pour terminer, du coup, notre approche, on a d'autres certifications que la 27001 aujourd'hui et l'HDS, notamment la 27001 qui nous garantit qu'on a un système de management dédié à la protection des données personnelles. Et donc, c'est pour ça que la certification et ses avancées, la certification HDS et ses avancées sur de nouvelles exigences de protection des données, ça va dans un sens qu'on a déjà maîtrisé avec cette certification. Et du coup, on est confiant qu'on va pouvoir rassurer nos clients, apporter les garanties qu'il faut sur la gestion de nos sous-traitants. Et on veut aussi rappeler l'importance d'un infogéreur, notamment de l'activité 5 justement, qui a été un peu diminuée lorsqu'elle a été clarifiée. Mais c'est que finalement, notre place, c'est aussi d'apporter sur l'application un support 24/7, de pouvoir gérer, centraliser toutes les traces, et monter éventuellement un SIEM pour mettre des systèmes d'alerte, et finalement concilier l'univers applicatif de l'univers d'infrastructure. Donc on pense qu'on a une place clé dans l'hébergement de solutions, que ce soit pour des responsables de traitement, des éditeurs ou d'autres professionnels de santé. Voilà, maintenant je peux prendre vos questions. Pour l'information obligatoire sur la souveraineté, ça se matérialise comment en fait extra-européen en fait, est-ce que tu mettais en fait Thibaut? Je suis allé vite dessus. Donc d'abord, il y a donc c'est des exigences. Donc c'est précisément 28, 29, 30, je crois. Donc c'est les dernières exigences qui arrivent à la fin du référentiel. C'est un peu la surprise quand on lit, c'est à la toute fin. Finalement, vous avez la localisation des données dans l'espace européen. Uniquement la localisation. On ne parle pas des transferts pour l'instant. On parle de localisation. Ça, c'est indispensable. Donc l'espace économique européen, il est défini. La liste des pays, elle est connue. Elle évolue pas non plus tout le temps. Par contre, si jamais vous avez des transferts de données de pays hors EEE, là, il va falloir communiquer dessus. Donc c'est une information obligatoire. Ce n'est pas un blocage, ce n'est pas une exigence qui les interdit, mais c'est une information obligatoire vis-à-vis des clients. Donc c'est surtout ça se passe par des garanties et un document public. Donc ça veut dire typiquement sur la page où le client, ou le site, ça peut être sur le site internet à côté de la certification, vous devez avoir un document public qui dit voilà les transferts que je vais potentiellement faire et la liste de mes sous-traitants et les transferts qui eux-mêmes pourraient faire. Alors là où c'est pas encore clair, qu'il faut qu'on creuse, c'est est-ce qu'on parle des sous-traitants directs de l'hébergeur ou est-ce qu'on descend dans les couches plus basses? Ça peut être très compliqué d'aller interroger nos sous-traitants sur leurs propres sous-traitants. Si eux-mêmes ne sont pas certifiés, ils n'ont pas besoin de communiquer cette liste. Donc pourquoi ils nous la communiqueraient? Si c'est un sous-traitant qui est en place, c'est compliqué de lui imposer des choses. Donc voilà, mais l'idée c'est communiquer une liste publique. Après, c'est nous qui donnons les risques, enfin la maîtrise des risques. Donc c'est une posture qu'on donne, mais au moins ça apporte plus de transparence pour les clients. Il y avait une remarque sur les éditeurs, parce que effectivement j'ai fait un point sur l'évolution de l'activité 5. Donc le cas d'usage que j'ai cité, c'est les éditeurs qui
vont utiliser les services d'hébergement dans le cloud public et qui vont aller plus loin que déposer du code, qui vont faire de l'infra as code et qui, du coup, dans notre interprétation, vont jouer sur la mise à disposition, les activités typiquement plus basses que la 5, donc la 4, la 3, qui vont utiliser des services certifiés, certes, des clouds publics, mais qui, en fait, finalement, c'est eux qui déploient les machines, c'est eux qui configurent les accès, etc. Et donc, pour nous, ce qui est important vis-à-vis de nos clients, c'est d'informer sur le fait que, attention, HDS, ça va plus loin que disposer d'un hébergement, c'est aussi que lorsque vous utilisez des services, bien avoir en tête que vous entrez dans HDS, et pour nous, le périmètre HDS devrait être précisé pour qu'on sache plus que ça dépasse la notion d'un hébergeur, ou du moins que la notion d'hébergeur soit un peu étendue à tous ceux qui manipuleraient des machines virtuelles, des services de base de données, etc.